peuple souhaite que le corrompu et le corrupteur soient condamnés, qu'il n'y ait plus d'impunité, c'est clair. Mais là, il est question... Cependant, il est question, vous demandez oui, que le magistrat du parquet dites-moi si c'est vrai, oui, si c'est faux. Hein. J'entends, soit nommé par le Parlement. Archi faux. Que le ministre de la Justice soit président du Conseil. Oui, C'est faux. Hein. J'entends, soit nommé par le Parlement. Arrêtez une action judiciaire. Une fois de plus, archi faux. Alors, pourquoi est-ce que le ministre, pourquoi est-ce que vous voulez remettre les procureurs, le parquet, sous la tutelle du ministère de la Justice, du ministre de la Justice? Ça revient à arrêter une action judiciaire. Une fois de plus, archi faux. Alors, pourquoi est-ce que le ministre, pourquoi est-ce que vous voulez remettre les procureurs, le parquet, sous la tutelle du ministère de la Justice, du ministre de la Justice? Ça revient à lui donner pouvoir sur lui. C'est pas non plus correct de remettre les procureurs sous la tutelle. Mais de l'autre, il y a le respect de la Constitution de la République. C'est ce que nous avons fait. En 2006, la Constitution qui était passée à référendum était libellée telle que les cours et tribunaux, tant civils que militaires, ainsi que les parquets y rattachés, faisaient partie du pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, c'est ce que nous avons fait. En 2006, la Constitution qui était passée à référendum était libellée telle que les cours et tribunaux, tant civils que militaires, ainsi que les parquets y rattachés, faisaient partie du pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, tel que défini, bénéficie de l'indépendance vis-à-vis d'autres institutions. En 2011, nous conformons à une tradition séculaire à la matière, l'incise « les parquets y rattachés » a été mis de côté et la loi organique portant fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire a notamment défini la compétence du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet, qui sont des magistrats, on appelle souvent chauve-souris. Ils sont magistrats, ça c'est sûr, mais en même temps, ils sont liés au pouvoir exécutif parce qu'il revient au gouvernement de définir la politique de la nation en concertation avec le président de la République et il revient au gouvernement de conduire cette politique, notamment la politique pénale. Et donc la loi, dans le domaine de la loi, il est dit le ministre de la Justice exerce une autorité sur les magistrats du parquet, notamment par le pouvoir d'injonction, une injonction positive. Notre souhait est tout simplement que nous puissions définir correctement la teneur de cette autorité que le ministre de la Justice exerce sur les magistrats du parquet. Mais j'aimerais aussi noter ce qui suit, que ce soit clair une fois pour toutes dans le chef de la population, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur la toile. Aucun article proposé ne dispose que les magistrats seraient nommés par le Parlement. C'est clair. De deux, le Conseil supérieur de la magistrature, ses prérogatives sont définies par la Constitution. La composition est d'ordre constitutionnel. Nous n'avons pas touché à cela. Deux, trois, la sanction des magistrats revient pas seulement au Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi et d'abord d'ailleurs au président de la République. Parce que seul le président de la République peut nommer. La sanction, les propositions, les blâmes, la suspension, c'est de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature. On n'a pas du tout modifié cela. Mais le constat d'une faute commise par un magistrat revient à sa hiérarchie. Le procureur général, etc. revient aussi à l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Ça, c'est du domaine de la loi. Et nous estimons que, puisque nous sommes dans les domaines de la loi et non de la Constitution, ce constat de faute disciplinaire concernant les magistrats de parquet peut aussi revenir au ministre de la Justice, puisqu'il exerce une autorité sur ces magistrats, notamment lorsqu'il a adressé une injonction à leur égard. Mais c'est justement et donc là, il y a point de violation de la Constitution. C'est justement là où le problème commence. On parle de l'indépendance de la justice. Si le ministre de la Justice, on dit toujours sanction positive, mais elle peut être négative à des moments aussi, Bien puisque évidemment. la loi le consacre. Ouais. Aujourd'hui, le ministre de la Justice ou devrait, ou on souhaiterait, l'idéal ce serait qu'il n'ait plus action sur eux. Il ne l'avait pas en 2011, c'est vous qui avez changé cette loi pour que les magistrats du parquet
sortent en quelque sorte de ce pouvoir judiciaire. Lorsqu'on parle de l'indépendance de la justice dans tous les cieux, on parle de celle qui prononce. C'est essentiellement l'indépendance des juges dans leur fonction de dire le droit. Mais le juge, quand il dit, il ne peut dire le droit qu'après qu'on lui ait amené des affaires par le parquet. Oui. Or, si le parquet n'est pas libre de lui amener des affaires, l'indépendance de la justice est entamée. Pas du tout. Parce que les juges prononcent ces décisions, jugements, arrêts, en se fondant sur son intime conviction, sur la loi. Oui, mais pas sur toutes les affaires. On ne lui amènerait pas toutes les affaires à traiter. Le devoir d'un député dans une république, c'est veiller à ce qu'il y ait une harmonie normative, notamment. En l'espèce, l'article 149 de la Constitution, alinéa 2, c'est la volonté du constituant congolais. C'est la volonté du peuple congolais, autrement dit. Cet article, quand je dis, se fondant sur les traditions séculaires dans le système romano-germanique, par exemple, cet article a respecté cette tradition, en ce sens que le magistrat du parquet, c'est le bras séculier du ministère, du gouvernement, du ministère de la Justice. Ce n'est pas du tout une violation de l'indépendance, d'autant plus que l'article 91 de la Constitution dit qu'il revient au gouvernement de déterminer toute politique, notamment la politique pénale. Donc il faut harmoniser tout cela afin que la République fonctionne comme il se doit. Le problème, c'est plutôt au niveau des options. Le problème n'est pas dans le cadre de la violation de la Constitution. Je l'ai démontré pour ce cas-là. Concernant la sanction, par exemple. Il en est de même pour tous les autres cas, contrairement à ce qui se raconte par quiconque dans la presse, WhatsApp, etc. Le problème, c'est au niveau de la levée des options. Là, j'en conviens, parce que partout au monde, même en France dernièrement, lorsqu'il est question de la réforme de la magistrature, les magistrats se mettent debout. Généralement, ils réagissent. Ils sont rattachés à la pratique qui est la leur depuis des décennies. C'est tout à fait normal. Ils ont le droit de s'exprimer à leur manière. J'ajoute, ils ont le droit, en tant que républicains, parce que les magistrats congolais, il y a beaucoup de magistrats de valeur, c'est des républicains, ils ont le droit de déposer leur proposition d'amendement par le biais, par exemple, du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. C'est au moment de la levée des options. Mais ces options, c'est au niveau légal. Ce n'est pas dans le cadre de la Constitution. Parce que dans la Constitution, je reviens sur la sanction revient au Conseil supérieur de la magistrature, au président de la République, sanction suprême, révocation, mais le constat de faute qui peut amener à une sanction, c'est-à-dire une suspension par le Conseil supérieur de la magistrature, se fait au niveau des autorités hiérarchiques et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire le ministre de la Justice. Autorités hiérarchiques, c'est-à-dire les procureurs généraux. Et le ministre de la Justice. Nous souhaitons que le ministre de la Justice, parce que vous êtes journaliste, vous savez comment ça se passe parfois dans la rue. Il y a des cas où il y a iniquité grave suite à certaines décisions prises, notamment au niveau du parquet. Les gens courent à gauche, à droite, ils vont contacter les journalistes, mais finalement, qui reçoit ces doléances? C'est le ministre de la Justice, qui est au parfum, qui a un tableau, qui peut disposer d'un tableau venant du peuple par rapport à la probité des magistrats. C'est la hiérarchie de la magistrature, c'est-à-dire les procureurs généraux, etc. Mais c'est aussi le ministre de la Justice. Et pourquoi pas ne pas lui donner le droit de constater aussi des fautes, quitte à ce que les autorités établies par la Constitution, à savoir le Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République, puissent enfin sanctionner. C'est ce qu'on a prévu et nous allons débattre à ces sujets. Tous ceux qui interviennent et surtout qui sont députés, professeurs députés, c'est bon que nous entamions ce débat au niveau de l'Assemblée nationale. Pour vous, vous étiez magistrat, hein, oui, j'ai exercé vous avez été magistrat pendant 7 ans. Oui. Pour vous, ce ne serait pas reculer, ce ne serait pas revenir à la justice d'il y a 30, 40 ans où on voyait du personnel politique sanctionnant les magistrats, sanctionnant le personnel judiciaire? Ce serait vraiment reculer si on en revenait à des cas de figure tels que le bureau politique qui sanctionne les magistrats. Le ministre de la Justice n'est pas magistrat. On peut laisser ou penser que les magistrats seuls pourraient juger de leur père.
introduire l'homme politique, parce que le ministre de la Justice n'est pas forcément juriste. Il est personnel politique, surtout. Réintroduire ce personnel politique dans la sanction judiciaire? Non, dans la tradition judiciaire, vous savez, aux États-Unis d'Amérique, ça se passe comment? Cette grande puissance, le ministre de la Justice est en même temps procureur général de la République. Vous voyez? Et chez eux, ça fonctionne très bien. J'ai eu à expérimenter cela. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de recul. Parce que nous n'avons pas, cette loi, ces propositions de loi, n'accordent nullement au ministre de la Justice le pouvoir de révoquer, par exemple, les magistrats. Ou de suspendre les magistrats. Ou encore d'adresser une sorte de blâme aux magistrats. Parce que c'est de la compétence constitutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature. Révoquer de la compétence du président de la République. Le ministre actuel, à travers un mécanisme important que nous avons suggéré, parce qu'on va en débattre, il y aura des amendements, la conférence des procureurs, je crois que pour moi c'est une innovation importante, majeure. Une conférence signifie en un mot un dialogue. En soi, nous avons suggéré que le ministre de la Justice, qui est en charge de la définition de la politique pénale de la nation, puisse annuellement échanger au sujet de cette politique pénale avec tous les procureurs généraux. Pourquoi refuser un tel dialogue républicain? Lorsqu'il y a des situations particulières de contradiction fondamentale entre cette politique générale, cette politique pénale définie par le gouvernement et l'agir des magistrats, l'agir de manière générale, il peut organiser même des conférences restreintes. Pourquoi refuser un tel dialogue? Cependant, le ministre de la Justice n'a nullement le pouvoir d'interférer, de demander ou de donner des instructions à un magistrat pour que ne soit pas posé tel ou tel acte. Ça aurait été une reculade si on avait prévu pareille disposition, mais tel n'est pas le cas. Parlons du momentum. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Alors que même la loi sur les magistrats n'est pas totalement appliquée ou n'a même pas, pour certains disent, n'a même pas connu un début d'application. Pourquoi maintenant? Mais nous avons commencé cette réflexion il y a plusieurs mois. Nous travaillons. Et à un certain moment, certains d'entre nous, 5, 6, 7 juristes, estimaient qu'il fallait plutôt une révision constitutionnelle, mais nous avons abouti à la conclusion que ça ne valait pas le moment. Ça ne valait pas la peine. Le momentum. Il n'y a pas de révision constitutionnelle. Nous avons recherché les modifications utiles pour la République, pour le peuple, pour que les quelques magistrats corrompus soient sanctionnés, pour que quand la population écrit au ministre de la Justice pour dénoncer certains actes perpétrés à Ndjili, ou une maman de 90 ans s'est vue spolier son domicile. Elle ne sait pas où aller, elle va à gauche, à droite, pas de solution. Finalement, elle va en ville pour saisir le ministre de la Justice. Nous avons proposé des schémas pour que, en pareille circonstance, il y ait une réaction, tout simplement. Aujourd'hui, ce n'est pas la crainte de l'évolution de la justice qui demande notamment que l'on vous empêche de siéger, qui pourrait, après Vital Kamerhe, condamné hier, se mêler d'affaires où le FCC serait impliqué? Bon, pas du tout. Pas du tout. Je ne voudrais pas entrer dans ces cas d'espèce vécus récemment au niveau de la justice. C'est un autre débat. Notre réflexion rentre dans le domaine des parlementaires consciencieux. Et nous l'avons entamé depuis quelques mois. C'est tout simplement cela. Il n'y a point de crainte. Bon, s'il y avait des craintes, encore que nous, comme juristes, on ne pouvait pas proposer des dispositions qui violeraient la Constitution. Non, on ne parle pas de dispositions qui violent la Constitution. Oui. On parle de dispositions, en tant que juriste, oui, qui arrangeraient les problèmes des uns au détriment des autres. Pas du tout. Une loi est générale et impersonnelle. Il en est de même de la Constitution. Aujourd'hui, si le ministre de la Justice avait été cash, vous auriez déposé votre proposition?
nous l'aurions déposé à coup sûr. D'abord parce qu'il est question de principe. Et si vous voulez que je parle politique, nous demeurons dans une coalition. Mais on va parler Nous politique. l'aurions déposé pourquoi? Parce qu'ici, il est question de respect d'une disposition générale impersonnelle d'ordre constitutionnel. L'article 149 alinéa 2 de la Constitution. Et nous sommes dans une démarche pour que